Bonjour et merci à toutes et tous d'être ici ce midi à la Foire Papier pour cette conversation un peu préparée, mais pas tant, alors entre Morija et moi. Et d'abord, je me présente, je m'appelle Marc Lanctot, je suis conservateur au Musée d'art contemporain depuis plusieurs lunes maintenant. Et puis, en fait, c'est une invitation que Papier avait fait au MAC pour organiser ce panel où panel, on est deux, alors conversation. On a choisi d'inviter Morija. Morija, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler récemment, juste au tout début du confinement, quand on a présenté certaines de ses œuvres dans une exposition au MAC qui s'appelle La machine qui enseignait des airs aux oiseaux, une grande exposition de groupe qui n'a pas été beaucoup vue, en fait, reconnue parce que c'est tombé vraiment entre deux fentes de pandémie. Et nous avons acquis aussi dernièrement des tableaux de Morija. Alors, c'est une relation. Et puis, on s'est connus, je crois, la première fois, il y a quelques années. On a fait, il y a peut-être 3 ou 4 ans, où on avait fait des premières visites. Et j'ai eu plaisir d'en apprendre plus sur son travail et un plaisir que on voulait partager avec vous aujourd'hui. Alors, Morija, je vais te présenter en quelques mots. Tu me corriges ou tu rajoutes selon le cas. Morija est né à Kinshasa, à la République démocratique du Congo, en 1980 et a fait des études à Kinshasa, mais aussi en France, à Nantes. Par la suite, s'est installé ici à Montréal en 2011 et a travaillé comme travailleur culturel, mais aussi comme artiste surtout, d'une manière assez assidue et a été reconnu par le prix Sauvé, l'année où les co-lauréats, en fait, du prix Sauvé en 2018, 19? Non, 2020. 2020. On allait y arriver. Il y a présentement une exposition à Toronto, au Musée des Beaux-Arts de l'Ontario, AGO, il fait partie en fait de plusieurs collections ici à Montréal, Musée d'art contemporain comme j'ai mentionné, Musée des Beaux-Arts de Montréal, mais aussi à Ottawa, au Musée des Beaux-Arts du Canada, et récemment entré dans la collection du Musée des Beaux-Arts de l'Ontario justement. Oui. Excellent. Aussi dans des collections corporatives, TD et BMO aussi ont collectionné. Est-ce qu'on se tutoie, Morija? Oui, c'est relax. Dimanche. Alors, Morija, j'aimerais d'abord, je sais que tu as préparé des images et on n'a pas eu la chance de se parler avant, ce qui est bien et mal en même temps, parce que ça garde une certaine spontanéité, je trouve, mais aussi, ça nous permet d'aller un peu plus... un peu plus au profond des choses qu'on a envie dans le moment, plutôt qu'il y a 3 jours quand on se serait parlé. Alors, il y a une chose que j'ai trouvée très intéressante. D'abord, c'est ton parcours biographique et ton parcours artistique sont assez liés. Je crois qu'il y a quelque chose dont tu as déjà parlé par le passé sur ce lien entre le lieu et ton rapport à ce lieu, et donc comment ta vie t'a amené dans différents lieux et comment tu as intégré ça à ton travail. Peut-être que tu peux... Et la première diapo, territoire, mémoire et histoire, en fait, parle un peu de ça, d'une manière schématisée un peu pour... peut-être tu pourrais nous en parler un peu pour nous dire comment ton parcours biographique, comment ça se reflétait dans ton travail. Merci, en tout cas, merci Marc pour l'invitation et puis merci à la Foire Papier aussi pour l'invitation et même merci à vous d'être là ce dimanche. Au fait, c'est vrai que mon parcours, pendant longtemps, je me suis posé la question de savoir comment est-ce que j'allais intégrer mon parcours dans mon travail, ou qu'est-ce que j'allais dire, parce que j'ai fait, comme tu dis, je suis né à Kinshasa, j'ai fait l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa, et l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa est une école des Beaux-Arts, ça veut dire qu'on est vraiment dans la tradition des Beaux-Arts, on copie les grands maîtres, moi j'ai fait de la peinture, donc on n'a pas... on nous apprend pas le discours, on nous apprend plus la technique. Et j'ai fait un échange en France en 2002, et cet échange m'a fait découvrir qu'il y avait certaines choses, certains éléments que je manquais. Et j'ai décidé en 2003, au fait, grâce à un ancien directeur du Centre culturel français de Kinshasa, d'aller faire mes études en France pour 2 ans, parce que j'avais déjà un diplôme des Beaux-Arts au Congo. Mais malheureusement, mon diplôme n'avait pas été reconnu, donc je suis resté plus longtemps, donc j'ai repris à 0. Et finalement, arrivé à l'école des Beaux-Arts de Nantes, mes premières années ont été un peu difficiles parce que moi j'avais la technique,
mais j'arrivais dans une école qui était très 2002, 2003. Beaucoup d'écoles en France vont changer leur pratique tout justement. Donc la peinture, limite, si tu fais de la peinture, c'est comme si tu étais vraiment has-been. Le dessin, n'en parlons pas, c'est plus la performance, la vidéo. Donc pendant ces premières années-là, je vais avoir beaucoup de mal à, disons, à m'intégrer dans l'école. Parce que moi, je vais continuer à travailler ma peinture comme d'habitude et je vais m'avoir des discussions très houleuses avec certains profs et tout ça. Et petit à petit, je vais commencer à chercher à comprendre aussi l'espace déjà de l'école parce que je suis le seul noir dans l'école. Et un de mes profs me dit, là, ils ont eu un étranger il y a 20 ans. Donc ça veut dire que je suis le seul. Donc c'est aussi pour moi de comprendre déjà comment je navigue dans l'espace, l'école déjà soi-même. Et puis comment je navigue aussi dans l'espace, la France. Parce qu'au fait, je vous avoue qu'à la base, moi, je voulais aller étudier en Afrique du Sud. Je ne voulais pas aller étudier en France. Sauf qu'en Afrique du Sud, c'était de plus en plus compliqué. Et j'ai eu l'occasion de faire ce voyage en France en 2002. Et en 2003, on me proposait d'avoir une inscription. Donc, j'ai pas vraiment refusé. Je me suis dit, bon, écoute, ça sert à rien de refuser. Et l'idée à la base, pourquoi je refusais d'aller en France, parce que j'ai été invité avant pour des expositions en France, mais on me refusait toujours le visa. Donc mes œuvres y allaient, c'était un peu de façon un peu une fierté de dire, on m'a toujours refusé des visas, j'ai pas envie d'aller là-bas. Donc il y a toute cette question de comprendre l'espace, comprendre les enjeux d'être immigrant dans un espace où il y a d'autres immigrants congolais qui ont une vie différente. Enfin, il y a tous ces éléments-là qui bouillonnent en 2003. Et donc, je commence petit à petit à me dire, mais peut-être que je vais travailler sur mon rapport avec l'espace dans lequel je vis, en lien avec mon histoire personnelle. Évidemment, tous les artistes travaillent toujours avec leur histoire personnelle. Et j'ai commencé, au fait, à décider de faire mon travail pour me comprendre moi-même. En fait, essayer de comprendre les dissensions, comprendre tout ce qui se passe avec moi-même. Je viens d'une famille très politique. Maintenant, j'en parle un peu plus. Avant, j'en parlais moins. Donc, c'est-à-dire que mes parents, ma mère et mon père ont été dans un parti d'opposition pendant la dictature de Mobutu. Donc, ils ont été très, très, très engagés, au fait. Et finalement, je faisais abstraction à ces choses-là, mais au fur et à mesure que je travaillais, je voyais qu'ils étaient présents dans mon travail. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il fallait que j'en parle. Donc, comprendre l'espace géopolitique, et à partir de là, essayer de raconter, au fait, des histoires pour essayer, certaines fois, de me comprendre moi-même, certaines fois de penser des plaies, certaines fois d'avoir juste de plaisir, au fait. D'ailleurs, c'est comme ça que souvent, mon travail, quand je le présente, les gens qui ont déjà vu ma présentation vont souvent dire « Ah, c'est le même titre. » Évidemment, ça va toujours être le même titre. 1001 façons de parler du territoire, de la mémoire et de l'histoire. Parce que, de toutes les façons, je pense que dans tout l'espace mondial, au fait, on revient toujours à la question du territoire et de l'espace. Comment on l'habite, comment on l'a vécu, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur, qu'est-ce qu'on garde de l'histoire de cet espace, qu'est-ce qu'on efface, pourquoi on efface tel élément. On revient toujours, qu'on soit noir, rouge, blanc, jaune ou vert, on revient toujours à la question de comment est-ce qu'on habite, comment est-ce que l'être humain habite l'espace, au fait. Super. Il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant aussi dans ton travail, c'est qu'en surface, quand on l'aborde, on voit c'est une peinture, démarche plus performative en vidéo, des dessins, aussi des grandes installations. Et il y a aussi un rapport que je trouve intéressant que tu as à l'idée de l'institution, c'est-à-dire comment l'institution vient un peu mouler peut-être l'espace, vient dicter un peu comment les choses se passent, et donc vient mouler aussi l'individu qui doit y habiter, circuler, vivre et se démerder. Alors, il y a quelque chose de fascinant, et puis tu en avais déjà parlé, puis tu pourras peut-être un peu revenir là-dessus, comment les techniques que tu utilises sont vraiment au service de l'idée que tu génères. Et puis, peut-être que tu peux aborder ça, comment ça, comme un peu établir des prémices de ton travail avant de faire l'œuvre. En fait, c'est vrai que ça, je pense que c'est venu aussi de l'école des Beaux-Arts de Nantes. Parce que comme je disais, je viens de Kinshasa, je fais de la peinture tout le temps. Je vais à l'école des Beaux-Arts de Nantes, je commence à faire plus de dessins pour m'éloigner de la peinture. Et à un moment, je touche à la photo.
Et après, parce que l'école était divisée en modules, donc on avait des modules écriture, je crois, médias. Donc, du coup, on passait de module en module. Donc, et pendant cette période-là, je fais un échange à l'Université Laval à la Fabrique. Donc, à la Fabrique, je vois qu'ils ont les deux. Ça veut dire qu'ils ont le discours comme en France, et puis ils ont la technique comme ce que j'avais à Kinshasa. Sauf qu'en France, on devait d'abord avoir une idée avant d'aller dans une technique. Donc finalement, c'est ce qui a un peu modulé aussi mon travail. Et donc je l'ai gardé au fait en disant, ben, j'ai cette possibilité d'avoir plusieurs techniques, de les apprendre. Et finalement, quand j'ai une idée, des fois, je peux faire la même œuvre en plusieurs techniques et voir quelle est la technique qui représente mieux l'œuvre au fait. D'ailleurs, souvent je dis que les œuvres, je les fais un peu comme, je fais comme des films au fait. C'est-à-dire, je décide que celle-ci, je vais la montrer dans 3 ans. Donc ça me permet de tester les techniques et de voir que tiens, ça marche mieux en dessin, ça marche mieux en peinture, ou bien ça marche plus en installation. J'ai l'impression d'avoir plus. Donc c'est comme ça que je suis plus dans la réflexion d'abord du projet, de faire mes recherches et aussi d'avoir les réponses. En fait, j'ai certaines réponses à ce que j'ai envie de dire pour que quand je dialogue avec le public ou une personne qui veut en apprendre sur mon œuvre, j'aurai quoi lui dire au fait, que je manquerai pas d'éléments. Et je pense que ça, peut-être, ça vient aussi d'une déformation professionnelle, parce que quand j'étais au Congo, je travaillais pour un avocat comme assistant. Donc je devais toujours répondre au téléphone pour lui et je devais toujours trouver une réponse au fait pour s'il n'est pas là, ici il y a un problème. En fait, je devais toujours trouver quelque chose à dire au fait à la personne qui appelait. Donc j'ai gardé aussi cette façon de faire dans mon travail artistique. Je pense que en fait, en général, mon travail artistique est relié aussi relié à mon parcours personnel évidemment, familial, mais aussi à tous les petits boulots que j'ai fait par-ci par-là. Donc je les intègre de temps en temps dans la façon de penser l'œuvre. Et beaucoup dans la façon. C'est comme ça que l'espace est vraiment très important pour moi, en fait. Je veux commencer aussi à regarder beaucoup l'espace. Et ça aussi, ça vient du fait que, vu ce que mes parents faisaient, donc on nous demandait d'observer toujours là où on allait, de regarder les gens qui étaient autour de nous en cas de problème. Donc ça veut dire que finalement, je l'ai intégré dans mon travail pour moi-même en disant, je dois toujours observer qui est autour de moi. Évidemment, s'il n'y a pas de problème, mais c'est quelque chose de inné, en fait. C'est-à-dire qu'on l'a intégré tous dans la maison en se disant, quand on va dans un espace, on doit savoir qui est là. Il fait quoi, il vient d'où, s'il y a un problème, comment est-ce qu'on va sortir. En fait, c'est resté, c'est pas grave, mais c'est resté comme ça. Et je l'ai intégré dans mon travail artistique. C'est vraiment intéressant parce qu'aussi, on sent l'armature derrière le travail. Les idées sont très foisonnantes, mais on n'a jamais l'impression que c'est une illustration de l'idée, que c'est comme une application un peu bête. Cette idée, le fait que tu fais des tests, en fait, c'est ce qui rend le truc plus fort. C'est que l'avoir testé, d'après moi, c'est un peu la clé de la réussite de tes œuvres, c'est que c'est la formule parce que ça a été testé. C'est le résultat escompté parce que ça a été testé. Est-ce que tu voulais me montrer peut-être... Oui. Je voulais commencer aujourd'hui... Voilà. Je voulais commencer... Là, on en a parlé un peu. Mais je voulais d'abord commencer par montrer des cartes. Parce que je regarde beaucoup les cartes, au fait, touche-moi pour comprendre le milieu, l'espace, au fait. Et l'idée de regarder les cartes, c'est venu aussi du fait que quand j'étais plus jeune au Congo, je suis encore jeune, hein, quand j'étais encore plus jeune, j'avais regardé une fois à la télévision un Américain qui faisait le tour du monde. Et je me disais, waouh, c'est génial, je pourrais faire le tour du monde un jour. Et je me suis rendu compte très vite qu'en étant Congolais, on ne pouvait pas faire le tour du monde. Parce que tout justement, pour demander un visa, ça prend 3 mois pour avoir le visa. En fait, finalement, tu peux pas... ou bien quand je regardais les films, je vois quelqu'un qui arrive à l'aéroport qui dit « je veux un billet pour Paris ». Mais moi, je ne pouvais pas faire ça, en fait. Et j'ai commencé à vouloir comprendre pourquoi je ne pouvais pas faire ça. Même si j'avais les moyens financiers, ou même, peu importe, mais je ne pouvais pas me lever un matin me dire « je vais aller à Paris ». Ou bien je vais aller à New York, je vais aller à Montréal. C'était pas possible, au fait.
Donc dans cette compréhension, ça m'a poussé à aller regarder plus loin au fait quelle était ma place en tant que jeune Congolais d'abord au Congo, parce qu'au Congo on a 450 ethnies, en gros 450 nations qui font le Congo. Quelle était ma place par rapport à mes deux ethnies, parce que mes parents ne sont pas de la même ethnie, à Kinshasa là où je suis né, et quelle était ma place en tant que Congolais en Afrique, et quelle est ma place en tant que Congolais dans le monde. Ça, c'était à l'époque où j'habitais au Congo. Maintenant, je regarde quelle est ma place en tant que Congolais à Montréal, au Québec, au Canada. Et du coup, tout cela m'a poussé tout justement à regarder les cartes. Là, vous avez une première carte qui est l'Atlas. Je ne sais pas si j'ai encore le... C'est une très très vieille carte, c'est vraiment les débuts, l'Atlas du monde. Et puis vous avez cette carte qui est très... intéressante, médiévale, au fait, parce que ça représente Mansa Moussa, qui est un des rois du Mali, si je ne me trompe pas, qui va faire sa première tournée dans le monde avec beaucoup d'or et qui va, au fait, permettre que les Portugais vont se poser la question de savoir, mais il vient d'où avec tous ces torts, au fait. Et ça va pousser les Portugais et d'autres personnes à aller plus loin en Afrique, au fait, parce que les gens s'arrêtaient beaucoup en Afrique du Nord, et petit à petit, à la recherche de l'or, ils vont aller plus loin, au fait. Et donc cette poussée des Européens à la recherche de l'or en Afrique va tout simplement faire que, entre guillemets, les gens vont découvrir, entre guillemets, cette partie qui était cachée. Et après, on a la carte, une des cartes que j'adore, au fait, parce que c'est une carte avant la conférence de Berlin en 1885, qui est considérée comme la conférence du Congo. Considérée comme la conférence du Congo parce que Léopold II, qui devient roi au fait en Belgique, je passe l'histoire de la Belgique là, mais juste pour faire court, qui devient roi en Belgique, veut se faire respecter par les autres cousins et cousines en Europe. Donc il lui faut aussi une colonie. Donc il va également aller trouver Stanley et Livingstone qui font déjà des voyages exploratoires en fait dans le continent, et il va leur demander d'aller trouver au fait un espace pour en faire une colonie. Mais la seule différence, Léopold II va faire du Congo sa colonie au fait, pas la colonie pour la Belgique. C'est ça la différence. Donc du coup, ça va créer un problème en termes d'espace et de partage de marché. Donc les Français, et ainsi de suite. Donc on va créer la conférence de Berlin pour se partager l'espace. Et on a tout justement la prochaine carte qui est la carte après la conférence de Berlin. C'est-à-dire qu'on dessine les espaces et ainsi de suite. Donc pour moi, ces cartes, elles sont importantes que j'en parle toujours au début de mon travail parce que ça permet de comprendre comment est-ce que je construis mon travail. C'est-à-dire que moi, je suis né à Kinshasa. Là, c'est Léopold, le grand-père. Et moi, je suis né à Kinshasa, le point noir qu'on voit là. Et mon père, il vient du sud, il vient du Katanga, et ma mère, elle vient de l'ouest, du Bandung. En gros, s'il n'y avait pas cette carte dessinée par Léopold, mes parents ne se seraient jamais rencontrés, parce que les espaces sont... Pour quitter Kinshasa, aller au Katanga, c'est 2 heures d'avion. Donc, les espaces, ils ne se seraient jamais rencontrés. Donc, je pars du principe que je suis un mélange de toutes ces histoires, au fait. C'est-à-dire que la première carte que je vous montre, il n'y a pas le Congo à l'intérieur, il n'y a pas l'Afrique à l'intérieur. La deuxième carte aussi de Mansa Moussa, il n'y a pas... Là, on commence à comprendre et à connaître l'Afrique, disons l'Afrique noire, comme on l'appelle. Et petit à petit, jusqu'à ce que mes parents, qui sont de 2 ethnies différentes, de 2 endroits différents du Congo, qui ont été obligés de vivre dans un même espace, mais moi, je suis né à Kinshasa, au fait. Et donc, finalement, mon travail, je le construis de cette manière-là. Maintenant, je vis à Montréal, donc j'intègre aussi l'histoire du Québec dans mon rapport à mon histoire personnelle, qui a déjà plusieurs couches. Et quand on vient ici aussi au Québec, on a plusieurs couches historiques. Et on a aussi l'histoire du Canada. En fait, c'est de cette façon que je construis mon travail, parce que j'ai besoin de comprendre la place que j'occupe dans un espace et la relation qu'il y a entre moi et l'autre. C'est-à-dire que quand l'autre agit de telle façon, il faut que je cherche à comprendre qu'est-ce qui permet qu'il agisse de telle façon. C'est-à-dire que historiquement,
il y a des choses qui ont été écrites, marquées, qui permettent qu'aujourd'hui, même si elles ne sont pas présentes, que telle ou telle personne agisse avec moi de telle manière. Donc c'est de cette façon-là que je construis. D'ailleurs, dans mon atelier, j'écris beaucoup, je fais beaucoup de schémas, en fait. C'est quelque chose que j'aime, c'est faire des schémas pour comprendre, faire des liens. Et même mes peintures, c'est comme ça que je les construis. Évidemment, après, quand on va voir l'œuvre, on ne va pas voir toute cette partie schématique que je mets en place, que j'écris et que j'essaie de mettre. En fait, c'est vraiment de cette façon-là que je construis mon travail un peu en général. Donc c'est comme ça que je me passe mon temps à regarder les cartes. J'ai eu l'occasion il y a 6 ans, non pas il y a 6 ans, il y a 6 ans, il y a 10 ans, j'ai eu l'occasion de retourner au Congo. Et comme, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, il y a une guerre qui date de 97 et on a les Nations Unies en fait, sur place encore au Congo. Donc, comme tu parlais des institutions, mon père a travaillé aux Nations Unies et pour moi, la manière dont je regarde les institutions, c'est par rapport à comment j'ai vécu les institutions dites internationales avec mon rapport quand j'habitais dans mon propre pays, en fait. C'est comme ça que souvent je vais dire aux gens, pour moi, la Banque mondiale, le FMI, les Nations Unies, ils servent à rien. Mais je sais que les gens vont dire, ah, mais non, mais c'est pas vrai, ils font des choses. Mais c'est par rapport à ce que moi j'ai vécu sur place, et c'est ce rapport-là qui me permet, par exemple, aujourd'hui de faire des installations comme l'Union des États, ou de faire des installations comme The National Museum of Africa, parce que c'est toutes ces relations que j'ai eues, moi, directement avec, ou indirectement avec ces institutions, qui me permettent de faire cela, en fait. Et puis, il y a aussi cette manière, ça c'est très macro, le rapport à l'édition, mais aussi il y avait cette anecdote autour de l'œuvre depuis 1848. Je pense que est-ce qu'elle est pas loin? Les plans. Ah oui, mais ça c'est pas mal aussi. On va avancer. Bon, je pourrais parler de ça aussi. Ça c'est pas mal. Ouais. Elle est là quelque part. Mais c'est pas trop loin, on pourrait revenir. Ah, voilà. Alors, ça, il y avait quelque chose de fascinant. Il y avait cette anecdote autour du fait que je t'ai écouté parler du travail, et puis tu parlais du fait que tu avais vu le serveur déposer la cuillère. Et c'est un geste microscopique, banal de tous les jours, mais qui a déclenché toute cette réflexion autour non seulement des assises de l'économie mondiale à l'époque et qui encore a des répercussions aujourd'hui, mais de trouver une image pour pouvoir la mettre en œuvre. Et l'image de la cuillère est extraordinaire parce que c'est cette tête sur un corps un peu amaigri. C'est aussi l'idée de ranger des gens en cuillère. Il y a cette idée, ce rapport à la richesse aussi. Ces cuillères aussi qui sont des fois des cuillères touristiques. On achète avec des différents lieux. Alors, il y a encore le rapport au territoire. Et il y a cette idée aussi d'une certaine richesse dans l'objet lui-même, s'il était fabriqué à partir de matériaux. Alors, il y avait ce moment qui a dû se passer où tout avait sens. Et le fait, une affaire que je n'avais pas réalisée avec ce travail, c'est le volet installatif et peut-être tu pourrais nous parler un peu ça nous ramène vers le macro avec cette monnaie que tu as inventée pour un peu en parallèle avec le projet. Puis ensuite, on pourrait parler d'autres rapports dans les œuvres précédentes. Pas pour trop te déboussoler. Ah non. Mais en fait, c'est intéressant parce que moi, je travaillais comme agent de sécurité dans un lieu qui s'appelle le Lieu Unique, à Nantes, qui est un centre d'art. Et comme c'est en 3 étages, donc j'étais un jour au-dessus et j'ai vu le serveur tout justement en train de poser les cuillères, quelque chose qui fait de banal tous les jours. Et j'ai les photographiés, en fait. Parce que je trouvais ça intéressant. Mais ça me rappelait une image que j'avais chez moi. Mais j'arrivais pas à trouver c'était quoi l'image. Alors quand je suis rentré chez moi, j'ai fouiné dans mes archives et j'ai retrouvé cette image, en fait. Donc finalement, je me suis posé la question de savoir, mais c'est bizarre que des cuillères me rappellent cette façon de classer et que j'avais jamais pensé à ça. Parce que cette image, je l'ai découvert. J'habitais à Nantes, mais je ne connaissais pas bien l'histoire de la ville de Nantes. Donc je faisais un autre projet. Je suis allé à la bibliothèque, j'ai tapé iconographie. Et je suis tombé sur ça. Donc, je l'ai prise et je l'ai ramenée chez moi. Et finalement, la première chose que j'ai faite, c'était de refaire formellement d'abord l'image sur... ça, c'est le deuxième dessin. Le premier, je l'ai fait sur
un papier normal, parce que j'habitais à l'époque dans un 9 mètres carrés, donc je ne pouvais pas faire plus grand. Donc ça, c'est le deuxième que j'ai refait, au fait. Donc j'allais tester sur un papier. Et finalement, je me suis rendu compte que la cuillère, il y a le métal, la cuillère à sucre. Et puis je suis tombé sur le Code noir, qui était le livre tout justement qui parlait qui expliquait comment les règles, en fait, les lois pour l'esclave. Mais ce qui m'intéressait, en fait, ça ne m'intéressait pas de parler de l'esclavage comme tel. Ce qui m'intéressait, c'était de faire le lien avec le système économique de l'époque de l'esclavage et le système économique qui existait actuellement. Parce que quand on regarde les entreprises qui finançaient les bateaux négriers à l'époque, ce sont des entreprises il y en a d'autres qui existent encore jusqu'à aujourd'hui que personne ne connaît, que ces entreprises ont travaillé dans le commerce négrier, au fait. Par exemple, les bateaux avaient besoin des assureurs. Les assureurs existent jusqu'à aujourd'hui. Donc ces assureurs qui assuraient les bateaux à l'époque, il y en a encore qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de me dire comment est-ce que je l'intègre à mon histoire personnelle. Parce que l'histoire de l'esclavage est loin de moi personnellement, parce que moi je suis né au Congo en 80. Donc ma famille ou bien mon pays, certes il y a des gens qui sont partis du Congo qui ont été vendus, mais on n'a pas le lien direct avec l'histoire de l'esclavage, au fait. Donc je me disais, comment est-ce que je l'intègre à mon histoire personnelle? Et je suis allé fouiner encore dans mes archives. Du côté de ma mère, mon grand-père paternel, en fait, mon grand-oncle, comme on dirait ici, est chef coutumier. Donc j'avais commencé à lui faire des interviews une fois par rapport à un autre projet encore. Donc tu vois, les projets se lient toujours. Et il m'avait fait une liste des gens dans ma famille maternelle. Bon, là, comme on est au Canada, je peux en parler, mais normalement, je ne peux pas en parler au Congo. Dans ma famille maternelle, en me disant, tel, c'est pas ton oncle, mais normalement, c'est un esclave qu'on avait eu il y a très, très, très longtemps, qui est devenu... Et en fait, je trouvais ça intéressant de dire, on n'en a jamais parlé en famille. Mais lui aussi, la personne ne sait forcément pas le lien qu'on a, mais c'est un oncle parce que ça date des siècles. Et je regardais tout le système économique africain, au fait, en lien avec la Banque mondiale et le FMI. Comment est-ce que tout justement les pays africains, après la colonisation, ont été obligés, au fait, d'être endettés parce que les colons disaient, on a construit des routes, on a construit des hôpitaux, donc ça nous a coûté de l'argent, donc vous devez nous rembourser. Sauf que personne ne leur avait demandé de construire des routes et des hôpitaux. Et donc finalement, les pays africains se sont retrouvés dans une dette où ils devaient travailler pour rembourser cette dette. Mais comme ils ne pouvaient pas la rembourser tout de suite, comme ils ne connaissaient pas le système, comment il fonctionnait, parce qu'il faut comprendre que, pour ceux qui le savent ou pour ceux qui ne le savent pas, que les colonisations n'ont pas été les mêmes qu'en Afrique francophone et en Afrique anglophone, et dépendamment des pays. Au Congo, les Belges n'ont pas formé des cadres, parce qu'ils ne pensaient jamais partir. Donc ils n'ont pas formé des cadres du tout. Quand ils avaient besoin des cadres, ils allaient les chercher en Afrique, disons au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, parce que les Français avaient formé des cadres. Et même dans l'armée, c'est ce qui est arrivé pour certaines personnes, au fait. Et donc, ce qui fait que quand on a eu l'indépendance, d'ailleurs, souvent on dit au Congo, en blaguant, en disant qu'on a eu l'indépendance trop tôt. Parce que quand on a eu l'indépendance, la personne qui était la plus formée avait un diplôme de 6e primaire. Donc, quand on entre dans un système qu'on n'a pas imaginé, qu'on n'a pas créé, qu'on ne connaît pas, c'est difficile de s'adapter à ce système plus vite. Donc, ce qui fait qu'on s'est retrouvé en étant un pays immensement riche, mais en ne connaissant pas le système qui était en place et à vouloir travailler pour rembourser des dettes, qui fait que jusqu'à aujourd'hui, pour la plupart des cas de pays en Afrique, sont toujours endettés, en fait, parce que finalement, il faut rembourser les dettes. Et moi, ayant eu des gens dans ma famille qui ont travaillé dans ces institutions, des fois tu restes à la maison, tu entends les adultes en train de parler. Finalement, ce qui m'intéressait, c'était de me dire comment est-ce que je peux parler de ce système négrier, mais qui ressemble à un système aujourd'hui. C'est comme ça que je l'ai appelé de 1848 à nos jours, parce que 1848, c'est la date de l'abolition en France, parce qu'il y a plusieurs dates d'abolition, en fait. Mais pour arriver à ça, il me fallait mettre en place un système. Donc mettre en place un système, ça veut dire que je devais créer toute une façon de faire qui me permettait d'avoir des cuillères. Parce que ce n'était pas intéressant pour moi d'aller juste prendre des cuillères chez des gens pour faire mon installation. Donc la première chose que j'ai faite
Ça tombait très bien parce que ça faisait longtemps que je voulais parler des Nations Unies, mais que je ne trouvais pas encore le lien, comment le faire. Donc j'ai d'abord créé l'Union des États. C'est ça, ouais. Enfin, j'ai créé l'Union des États qui est une structure qui, en gros, qui regroupe toutes les structures qui existent, l'Union européenne, l'ALENA, l'Union, ainsi de suite. Donc j'ai mis dans l'Union des États. Ça veut dire que j'utilise le même principe de la colonisation. En créant l'Union des États, je détruis toutes les autres structures qui existent. Donc tout le monde existe dans l'Union des États. Donc l'Union des États, elle fonctionne comment ? J'installe une ambassade. Ça, c'est l'installation à Trois-Rivières, pour la Biennale de Trois-Rivières. Donc j'installe une ambassade. Donc j'en reviens à la question du visa, comme je parlais au début, où pour voyager, il faut avoir un visa. Donc j'installe une ambassade. Et là, on a l'ambassade de l'Union des États qui était à Trois-Rivières. Donc automatiquement, Trois-Rivières devient une république. Parce que là, ce que je fais, comme avec les premières cartes à Berlin, je redécoupe la carte du Canada, au fait, sans prendre en compte l'histoire du Canada. Donc ça veut dire que je fais de Trois-Rivières une république. Il y a la république, je crois, du Nunavut, si je ne me trompe pas. Et puis après, je donne les noms des villes. Je choisis les noms de mes amis, de ma famille. Je transforme tout l'espace. Donc quand on entre dans l'ambassade, on a cette carte immense. Donc à chaque fois que je vais dans un espace, je refais une nouvelle carte. C'est-à-dire que si je vais, admettons aujourd'hui en Chine, je vais redessiner toute la carte de la Chine. Je fais vraiment dans la même ordre d'idée. Alors comme j'avais l'Union des États, ça me donnait en fait l'excuse de créer la Banque centrale. Ça, c'est le bureau de l'ambassadrice de l'Union des États, en fait. Voilà. Donc dans l'installation, quand on y entre, tout justement, à l'extérieur, là j'ai pas la photo, mais on a le drapeau de l'Union des États qui doit être à chaque fois plus grand que le drapeau du pays ou de la ville où je me trouve. Parce qu'au niveau protocolaire, aucun drapeau ne doit être plus grand que celui du Québec. D'ailleurs, la ville de Montréal avait eu une amende parce que le drapeau, je crois, du Canada ou de la ville était plus grand que celle. Donc je joue aussi avec ces codes et ces symboles-là. Et comme j'avais l'Union des États, du coup, ça me donnait le moyen de créer la Banque centrale des États. Donc avec la Banque centrale des États, bon là j'ai eu de l'aide parce que j'avais quelqu'un qui travaillait dans une banque, donc qui m'a expliqué comment ça fonctionnait, le cours, l'argent, pour trouver la valeur de la monnaie, au fait. Avec la Banque centrale des États, l'Union des États a créé un décret qui permet à la Banque centrale d'émettre les Mauri. Donc les Mauri qui est Mauri, c'était plus simple. Et puis là, on a les taux d'échange, au fait, par rapport à l'argent. En fait, j'ai vraiment calculé, au fait. Alors, la manière dont on m'a expliqué pour calculer que chaque banque, à l'époque, parce que maintenant, ce n'est pas vraiment le cas, à l'époque, il fallait avoir de l'or en réserve pour avoir la valeur de sa monnaie. Donc, comme je n'ai pas de l'or, donc j'ai calculé mon temps de travail pour faire le projet, l'argent que j'avais en place pour imprimer les billets de banque. Donc j'ai calculé ça et le considéré comme l'or en réserve. Et à partir de ça, j'ai trouvé la valeur de mes billets de banque par rapport au yen, au franc suisse, à l'euro et au dollar américain. Et avec cet argent, donc là vous avez les séries qui existent vraiment, qui sont imprimées donc j'ai trouvé un papier spécial. À l'école des Beaux-Arts de Kinshasa, on nous apprend deux choses. À être artiste, évidemment, mais encore à faire les billets de banque pour aller travailler à l'hôtel de monnaie, si on n'est pas artiste, et puis à faire les tissus qu'on appelle les wax, pour aller travailler dans une usine qui va t'aider à imprimer les wax, si tu n'es pas artiste. Donc je me suis servi de ce que j'ai appris à l'école, tout simplement, pour faire mes billets de banque. Et puis j'avais postulé à l'hôtel de monnaie de Kinshasa à l'époque, mais je n'avais pas été pris parce que j'étais trop jeune, donc du coup je me suis servi de tout ce que j'avais appris là-bas en formation pour faire mes billets de banque. Donc avec ces billets de banque, ce que je faisais tout justement, j'ai commencé à Nantes et à Bordeaux en me disant, je commence avec toutes les villes qui se sont construites avec le commerce négrier. Donc je parlais aux gens de mon projet et s'ils étaient d'accord, j'achetais, quand je voyais, admettons tu m'invites chez toi à la maison, je trouve que les cuillères elles sont jolies, je te parle de mon projet et on négocie la vente de la cuillère. Donc j'achète la cuillère. Et sinon, quand je me déplaçais dans certaines villes en France, j'inscrivais dans le journal en disant la Banque centrale des États est à tel espace, nous allons acheter des cuillères.
Donc les gens venaient avec leur cuillère et c'est moi qui décidais du prix de la cuillère. Un peu pour faire référence à comment est-ce qu'aujourd'hui, quand on veut acheter le cacao, l'or, le coltan au Congo, c'est pas les pays africains qui décident du prix, mais c'est les pays qui viennent acheter qui décident du prix. Donc avec ce système-là, je faisais un lien historique avec cela. Donc pour amasser, au fait, aujourd'hui j'en ai 800 et quelques, je ne sais plus le nombre exact, mais là ça fait un moment que je n'ai pas acheté. Mais cette installation au musée, elle comptait 681 cuillères parce que c'était la première installation en fait, que j'avais présentée à la Biennale de Dakar en 2010. Pour laquelle tu avais gagné le prix. Oui, j'ai eu le premier prix de la Biennale pour l'œuvre. Et l'œuvre est aujourd'hui... à la base, l'œuvre, l'idée c'était, à chaque fois que j'en avais 681, j'allais les broyer et j'allais le mettre en poussière. Et à chaque fois que je faisais un voyage dans un pays en Afrique, je les jetais au fait. Mais finalement, ou heureusement ou malheureusement, cette installation, elle appartient maintenant à la RBC. Donc, je dois dealer avec mon galériste pour que je reprenne d'acheter des cuillères, mais pas pour vendre l'installation, mais pour continuer le processus que j'avais initié à la base, au fait. Donc, c'est vrai que quand on voit l'installation en elle-même comme ça, il y a tout le processus en arrière qu'on ne connaît pas vraiment, mais qui pour moi est intéressant pour arriver à cette installation. C'est-à-dire que, par exemple, les billets, les moris, je les imprime pas tout le temps. Là, je les imprime plus parce que il faut que je recalcule l'argent que j'ai en réserve pour redonner de la valeur à mes billets de banque. Sinon, ça devient de la planche à billets et mes billets perdent de la valeur. Il y a aussi cette question-là avec les cuillères qui était que l'esclave était un objet à qui on avait donné de la valeur, en fait, de la valeur monétaire, donc qu'on pouvait léguer à sa famille, qu'on pouvait revendre. Et moi, c'est cette idée de jouer avec l'objet qui formellement me rappelait le personnage, la façon dont ils étaient classés, mais aussi dire à quel point, tout justement, aujourd'hui, le rapport que moi je pourrais avoir avec la police quand je sors ici à l'extérieur, ou le rapport que je pourrais avoir avec un espace ou autre quand je me déplace concernant soit le racisme ou autre chose, ça vient pas juste d'aujourd'hui, au fait. Ça vient de très loin. Moi, ça me permet aussi, ce genre de travail, de comprendre indirectement, de mettre toutes les couches des choses qui me font comprendre le rapport que j'ai dans un espace dans lequel je vis, au fait. Pourquoi on me regarde de telle façon ? Pourquoi on me considère de telle manière ? Pourquoi j'ai accès ou pas accès à telle chose ? Et ça me permet de comprendre tout ça, en fait. C'est comme ça que je dis souvent que mon travail artistique, c'est d'abord pour moi, pour me permettre de comprendre le rapport que j'ai avec un espace. Vraiment fascinant. Et puis moi, toute cette question de la valeur, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. L'idée de comment le rapport à l'abstraction de la valeur. Je trouve ça fascinant. Et aussi sa matérialisation, comment elle se matérialise. Et il y a tout un lien, il y a plusieurs, je ne suis pas le premier à y avoir pensé, loin de là, mais il y a tout un lien avec comment les pratiques artistiques évoluent. C'est-à-dire comment il y a une idée à laquelle on accorde une valeur et ensuite il y a un objet qui entre dans un marché. Et parfois, il n'y a pas d'objet, il n'y a que l'idée. Et elle a quand même une valeur. Et quand on peut faire un parallèle avec le cours d'or. C'est-à-dire, est-ce que dès qu'on se libère des fonds d'or, des réserves d'or que chaque pays détient pour établir, comment on détermine ça? Mais c'est dans la relation. Et ça, et le fait qu'il y a quelque chose dans ta pratique, mais d'autres pratiques aussi, qui va chercher ça très spécifiquement, je trouve ça vraiment très fascinant. Il y a quelque chose aussi, qu'on parle de le lien formel. On a fait un peu, j'ai fait un peu mis un bâton dans les roues de ta présentation, mais j'espère que tu sauras me pardonner. Mais cette idée des cartes, mais aussi ces tableaux, les premiers que tu as dans il y a quelque chose de la cartographie, mais soit dans la manière que les lignes se défilent, comme une carte qui fondait au sous-soleil. Peut-être même les premières qui sont plus dessinées. Ouais, un autre, la première. Ouais. Ça, on a l'impression qu'on a soit des réseaux de frontières qui ont été superposés et rendus complètement obsolètes, ou elles se mettent, à cause des dégoulinures, comme si elles se mettaient à fondre. C'est vraiment comme une belle manière d'intégrer un peu ce rapport au territoire par la cartographie, mais aussi faire un peu ce que tu as fait avec l'Union des États, c'est-à-dire de complètement
rendre obsolète et arbitraire cette notion de division du territoire rapportée. Comment tu es arrivé un peu à ces œuvres? En fait, quand tu disais tantôt, en fait, le macro et le micro, en fait, c'est de cette façon que je construis beaucoup. Alors j'arrive à ce travail par rapport à partir de ce travail ici, qui s'appelle Mokili, The Map, Le Monde, en fait, avec cette question de la carte. Comme je disais au début, tout simplement en regardant les cartes. Et à un moment donné, je fais, je crois, en 2006, je crois, je fais mon... C'est 2006 ou 2008, je ne sais même plus, 2006, je crois. 2008 ? Non, c'est 2008, oui, voilà. En fait, mes premières œuvres, je me rappelle jamais les dates parce que je notais pas. C'est ça le problème. En fait, je fais un premier voyage avec l'école des Beaux-Arts de Nantes à Miami. Donc moi, Miami, tu sais, le jeune Congolais, un flic à Miami, tout ça. Donc Miami Vice. Donc j'arrive là-bas, pour moi, c'est d'abord ça dans ma tête. C'est comme je suis à Miami, c'est comme... Ah. Mais en même temps, ça revient de dire « Ah, je suis à Miami ». À un moment, je m'arrête, je me dis « En fait, je suis à Miami ». C'est-à-dire que j'ai réussi à sortir et à me déplacer, au fait. Mais j'ai réussi à me déplacer à partir de la France. Parce que si j'étais comme je disais au début, si j'étais au Congo, je n'allais pas me déplacer aussi facilement. Et il y avait aussi cette question, à chaque fois dans les universités, j'ai remarqué quand j'ai rencontré aussi beaucoup d'étudiants africains qui sont en économie, qui sont... dans d'autres sciences, on parle beaucoup tout simplement de la carte, de la distance, mais pourquoi la carte représente toujours l'Afrique, machin. En fait, et toutes ces questions-là me reviennent en me disant, mais en fait, finalement, comme la première carte que j'ai montrée, je regarde aussi que les gens commençaient à dessiner les cartes quand ils disaient qu'ils avaient découvert un espace, entre guillemets. Et je décide en me disant qu'à partir de cette période-là, je vais dessiner ma propre carte par rapport à mes déplacements dans le monde. Et je prends comme principe en disant, les espaces que j'ai jamais visités, ils n'existent pas. Donc les espaces que je visite vont exister, mais il faudrait que je trouve un lien d'existence avec moi personnellement. Et je crée cette carte que j'appelle non une carte géopolitique, mais une carte géopoétique, parce que justement inspirée des textes de Glissant, d'Édouard Glissant, que je commence à lire à cette période-là. Pourquoi géopoétique ? Parce que sur cette carte, il n'y a jamais le nord et le sud et l'est ou l'ouest, il y a toujours l'infini. Parce que dans ma carte, finalement, moi qui n'aimais pas les mathématiques, mais finalement, je veux faire des ensembles en maths. Donc, comme il n'y a pas de nord et de sud, je peux placer les espaces comme je veux. À une seule condition, au centre, c'est toujours le Congo qui est plus grand que les autres espaces. Et ça devient plus une carte sentimentale parce que vous allez voir qu'il y a des codes de couleurs. Donc quand je vais dans un espace et que je me sens bien par rapport aux gens que je rencontre dans cet espace, je rajoute un code couleur autour de mon pays, dans l'espace central qui est le Congo, et que j'emmène avec moi partout. Finalement, ça devient aussi une carte identitaire pour dire indirectement que, et ça va ramener à un autre projet que j'ai fait à Montréal qui s'appelle Authentique, pour dire indirectement en fait que les gens, pendant tout mon parcours, vont chercher une authenticité africaine en moi. Donc moi, quand je vais dans ces espaces, je sais que je suis authentique, je n'ai pas besoin de prouver, mais ils vont chercher une authenticité, mais qui à la fin va me faire comprendre indirectement qu'ils vont chercher un peu l'Africain de l'avant l'indépendance, chez certaines personnes. Donc avec cette carte tout justement, je vais jouer à cette question d'authenticité, donc en me disant aussi que à chaque fois que je vais dans un lieu, que je vis plus de 6 mois dans cet espace, ça veut dire que j'ai eu la capacité d'acquérir l'identité de cet espace. Mais ça, c'était une joke, comme on dit. Parce que quand j'étais au Congo, encore une fois, pendant les périodes du pillage ou de la guerre, on avait souvent les journalistes internationaux qui faisaient les directs et qui disaient oui, mais en ce moment à Kinshasa, ça ne va pas, les rebelles, ils ont attaqué tel coin, nanana. Et finalement, ils étaient à l'hôtel. Ils n'étaient jamais sortis, ils restaient à l'hôtel. Ils étaient restés une semaine. Et quand tu les rencontrais, moi j'en ai rencontré plein en France, qui disaient mais je connais très bien le Congo, c'est vraiment un pays que j'adore. Et j'ai demandé mais je suis resté une semaine. Mais ils ont parlé comme s'ils étaient restés des années et des années et des années. Donc
indirectement dans mon travail, c'est aussi un peu ironiquement un peu cet humour de parler que je me dis, ben moi comme c'est journaliste, ben, j'ai décidé que 6 mois c'était assez bon pour me dire que j'avais l'identité de cet espace. Donc je rajoute à ma propre identité et puis je me déplace. Et finalement, les espaces que j'estime, pour lesquels j'ai beaucoup d'estime, que j'aime, c'est-à-dire que j'ai rencontré des gens dans ces espaces qui m'ont fait aimer ces espaces, sont plus proches du Congo. Donc aujourd'hui, je crois j'ai 15 cartes, mais là, j'ai pas mis les 15 cartes au fait. Donc c'est à partir de ce travail qui est macro, dont est venue l'idée de chiromancie qui est micro. Parce que dans chiromancie, c'est plus l'espace local dans lequel je me promène. Et pour ces peintures, je commence toujours avec les 3 lignes de ma main en fait. Donc je fais d'abord les 3 lignes de ma main. Et sur ces lignes, j'intègre les cartes de la ville dans laquelle je suis. Et après, petit à petit, je commence à intégrer des lignes imaginaires qui s'ajoutent. C'est toujours dans l'idée de ne pas vouloir trouver une forme. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je pars du principe qu'en disant, comme l'espace géographique où je suis né a été dessiné par une autre personne, cet espace, ça devient mon espace géographique et sentimental que moi je dessine en fait. C'est-à-dire, c'est comme si indirectement, j'essaie de m'affranchir de cet espace colonial qui a été fait de façon exprès et dans lequel je me retrouve, en me disant, mentalement, dans cet espace, c'est moi qui ai pris la décision de le faire, en fait, de le dessiner, cet espace, donc je me sens bien dans cet espace. Et c'est comme ça que Chiromancie est né de cette réflexion à partir de MAP pour arriver à Chiromancie avec l'histoire de la main, parce qu'aussi l'idée c'est que les lignes de la main, la chiromancie d'abord c'est l'étude des lignes de la main en fait, et c'est aussi l'idée de dire qu'avec chiromancie c'est comme si je regardais mon passé, mon présent et mon futur. Donc je joue avec cette idée que je vais voir une voyante qui va regarder mes lignes, j'ai jamais fait ça d'ailleurs, mais je vais me regarder mes propres lignes moi-même et je veux lire à travers mes lignes qu'est-ce qui a été passé, qu'est-ce qui est présent et qu'est-ce qui va arriver en fait. Donc je joue aussi avec ce sentiment-là, au fait, d'être libre de dessiner mon espace dans lequel je me déplace. C'est vrai, j'avais oublié que c'était la définition. Mais c'est vraiment fascinant, merci Morija. Il nous reste encore un peu de temps. J'ai comme un peu peur, il reste 5 minutes avant la période de questions, j'ai comme un peu peur d'entamer un autre sujet. Mais peut-être on pourrait parler juste très rapidement, parce que on couvre, ce que je trouve bien, c'est qu'on a couvert 2 aspects, quasiment 3 aspects de ton travail qui, formellement, semblent un peu dissociés, mais une fois qu'on commence à voir les liens sont assez forts. Je me demandais si on pouvait pousser l'exercice un peu plus loin et parler un peu des Christ Pantocrator. Je crois qu'il y a quelque chose aussi de l'expérience de l'Afrique et de la colonisation qui est assez évidente dans le travail. Ah, ça aussi, c'est pas mal comme projet. Mais qui sont liés aussi, parce que cette idée de la mise en tout cas, je te laisse peut-être en parler. C'est un projet qui est toujours en cours, je crois, oui. Qui est présentement au Musée des Beaux-Arts de l'Ontario, Art Gallery of Ontario, jusqu'au mois de novembre, je crois. Alors, oui, voilà, tu as des images géniales. Alors, peut-être tu pourrais en 5 minutes. En 5 minutes. Moi, je parle trop. Non, tu parles bien. C'est marrant. En 5 minutes, tantôt, quand je parlais de 1848, je vous ai dit que j'étais allé faire des recherches sur l'iconographie. Ouais. Donc, c'était pour des icônes. Ah, voilà. Mais je m'étais arrêté là. Donc, ça veut dire que c'est depuis presque 2006 que je travaille sur trouver, en fait, comment parler de ma relation avec la religion catholique. Parce que dans ma famille, on est catholique. Donc je vais à l'église. Normalement, si je n'étais pas venu, je serais allé à l'église aujourd'hui. Mais c'est-à-dire, on est très pratiquant. On est, en fait, et pour moi, j'avais pas envie de faire un travail juste pour le plaisir de dire les catholiques, c'est des connards. En fait, ça m'intéressait pas d'aller juste là, mais ça m'intéressait plutôt de démontrer comment est-ce que pendant la période coloniale, l'Église a été complice avec l'administration coloniale. Mais de trouver des moyens, comme j'ai fait comme les Beaux-Arts, de trouver aussi des moyens esthétiquement qui permettent que l'œuvre en elle-même soit aussi Beaux-Arts. Et avec l'historique, en fait, quand j'ai voyagé, quand j'ai immigré, mes parents m'ont offert une Bible, tout le monde a signé, hop. Et puis une petite icône.
En fait, c'est une icône qui vient de Thésée, ce n'est pas une icône originale, en fait, c'est les icônes qu'on achète dans les boutiques. Et c'est une icône byzantine. En fait, dans ce travail de compréhension tout simplement de la question identitaire, je me disais, au fait, d'abord, je parle français, je suis né au Congo, je parle français, donc souvent je blaguais avec mes amis français en disant, mais tu sais, moi j'ai étudié au Congo, je connais l'histoire de la France, je connais l'histoire de beaucoup de pays, mais vous ne connaissez pas l'histoire du Congo. Donc si au niveau de l'identité, être français, ça veut dire connaître l'histoire de la France, donc je suis français. Je n'ai pas le passeport, mais on rigolait souvent comme ça, en fait. Et dans cette idée-là, je me suis dit, mais en fait, si être byzantin, c'est avoir une icône byzantine, donc je suis byzantin, en fait, mais je ne suis pas byzantin. Je commence souvent mon travail en faisant des liens un peu de façon ironique de cette manière-là, en me disant de cette icône, j'ai une grande partie de mon éducation personnelle qui est catholique. Ça veut dire que si j'enlève aujourd'hui le fait de ne plus être catholique, je perds une grande partie de mon éducation, en fait. En gros, quelque part, je veux me sentir aussi vide, quelque part, parce que en fait, mon identité a été construite vraiment à partir de ça. Donc ça fait partie intégrante de moi. Et tantôt, je vous disais qu'un de mes grands-oncles est chef coutumier. Cette identité traditionnelle, je suis allé la chercher moi-même après, au fait. Et c'est ce qui est bizarre parce que il est chef coutumier, mais en même temps, dans les discussions que j'avais eues avec lui, il m'a raconté en me disant, une de tes arrière-grand-mères était guérisseuse, mais elle a arrêté de l'être quand l'Église catholique est arrivée. Parce que tout justement, à l'époque, l'administration coloniale a arrêté toutes les personnes qui pratiquaient tout justement ces façons ancestrales de faire. Donc, elle ne l'a pas transmis ni à ta grand-mère, en fait, ni à ton... bref, elle ne l'a pas transmis parce que je pense que les choses se transmettaient de mère en fille, en fait. Donc, du coup, ça n'a jamais été transmis. Et quand j'arrive au Musée des Beaux-Arts, je travaille au Musée des Beaux-Arts comme médiateur. Grâce au conservateur, je découvre qu'il y a un masque Soukou. En fait, ma mère est Soukou. Donc, il y a un masque qui vient du village de ma mère. Finalement, ça m'a permis automatiquement de faire le lien avec ce travail que je menais depuis 2006, de dire, en fait, j'ai trouvé ce que je cherchais parce que je veux me servir avant de faire les icônes. C'est vrai qu'en 5 minutes, ça va être très difficile de faire les liens, mais c'est relié à ce projet-là qui s'appelle The National Museum of Africa, que j'ai présenté à Projet Casa en 2021, où encore une fois, je transforme un espace en musée. Donc, je vais me servir des masques qui sont censés être dans mon musée, mais qui ne sont pas là, pour créer mes icônes, en fait. Donc là, je fais vraiment vite fait. Et puis, les masques ne sont pas là parce qu'ils sont dans des musées, justement. Voilà, les masques sont dans les musées à l'étranger. Donc, pour faire mes icônes, ce que je fais, je répertorie les masques dans les musées à l'étranger. Et je fais porter au Christ, au fait, un masque qui se trouve dans un autre musée. Et finalement, faire le lien en disant, moi, ce que j'ai eu comme legs de la colonie, c'est cette icône-là. Et finalement, ce que j'aurais pu avoir comme legs, mais je l'ai eu quand même. Parce qu'avec le musée, c'est ça aussi. Moi, je ne suis pas partisan du retour des œuvres. Donc, moi, je sais que beaucoup de gens ne vont pas comprendre, mais c'est long à expliquer. Mais en fait, mais en fait, je fais un lien direct entre l'objet qui est censé être porté et utilisé, mais qui se trouve dans un socle. Donc là, de façon imaginaire, je sors cet objet et je le fais porter au Christ. Et je choisis le Christ Pantocrator parce que dans ce que j'ai lu et appris, chez les Byzantins, au fait, le Christ est glorieux. Pantocrator, ça veut dire le Christ glorieux, parce qu'à l'Église catholique romaine, on va plutôt représenter le Christ sur la croix, en fait, le Christ qui souffre et ainsi de suite. Et tandis que là, en choisissant le Christ Pantocrator, c'est comme si je choisis de redonner une lumière à ces masques, mais indirectement, quand les gens vont aller voir qui a donné ce masque à tel musée, au bout de ligne, on va arriver à un moment où c'est marqué anonyme. Ouais. Comme beaucoup de collections. Mais si on a la chance, comme moi j'ai eu, d'être au Musée des Beaux-Arts et de fouiner dans les documents, on va trouver aussi qu'il y a beaucoup de prêtres qui vont léguer les masques à leur famille, et puis leurs familles ne vont pas savoir quoi en faire, vont soit le revendre ou offrir à des musées. Donc finalement, ces mêmes prêtres qui prêchaient tout justement en se disant qu'il ne faut pas utiliser ces objets, beaucoup vont partir avec parce que tout justement esthétiquement,
c'est quelque chose d'étrange, c'est joli, ça les intéresse. Ils vont partir aussi avec comme un butin en disant, ben moi j'ai été chez les Sauvages, et puis je ramène quelque chose c'est intriguant, c'est joli, parce que pendant la fête de Noël ici, ils vont en parler, on va voir, et ainsi de suite. Donc indirectement, c'est aussi ce lien-là que je veux faire. Donc pour le projet idéal à la base, c'était de faire une cinquantaine d'icônes. Un peu comme quand on va à la chapelle de l'Oratoire, on a la boutique, on a plusieurs icônes, des chapelets qu'on va vendre, Et mon idée, c'était de dire, je vais moi aussi partager la bonne nouvelle avec les masques et les icônes. Donc je vais en faire beaucoup. Comme ça, ironiquement en disant, je vais tellement en faire que ça va effacer les icônes qui existent juste avec le visage de Christ. Mais bon, là, j'aurais pas le temps de tout faire. Et aussi, pour AGO, ce qui a été intéressant pour moi, c'était de construire la première chapelle. Parce que là, pour la AGO, tout simplement, j'ai construit une chapelle. Et il y a une chapelle, dans la chapelle dans laquelle se trouvent 12 masques, comme les 12 apôtres, comme ceux qui ont fait le chemin de la croix. Il y a ces gens qui ont fait le chemin de la croix ici. Ah, il y a 12 stations, voilà exactement. Il faut faire le chemin de la croix. Mais en fait, c'est aussi, dans mon travail, ce qui est intéressant, au-delà seulement d'aller regarder les codes, je les intègre dans mon travail, tout justement pour... en guillemets, en fait, quand les personnes viennent, ils reconnaissent certains codes dans lesquels ils ont l'habitude de vivre. Et j'essaie de transformer. C'est comme ça que je parle de réalité et de fiction. C'est-à-dire que dans ma fiction, je me donne le droit de transformer tous les codes que je vois dans la réalité. Parce que dans la réalité, je ne peux pas les transformer. Dans la réalité, je ne peux pas changer les cartes. Dans la réalité, je ne peux pas redessiner le Congo, en fait. Dans la réalité, je peux pas rendre le Congo aussi indépendant avec ses richesses. C'est impossible dans la réalité. Du coup, dans mon travail, je peux jouer avec ça, en fait. C'est comme ça que je parle de fiction quand je parle de mon travail, parce que c'est le seul endroit où je peux jouer avec, je peux créer de la monnaie, parce que dans la réalité, si je crée de la monnaie, je vais en prison. Tandis que dans mon travail, je peux créer de la monnaie. Je peux mettre une ambassade. C'est ça aussi la chance d'être artiste. En tout cas, beaucoup d'artistes diront ça. Que la chance qu'on a tout simplement de pouvoir être dans notre... moi, j'appelle ça une fiction, dans ce monde dans lequel on peut jouer avec les codes comme on veut. Excellent. C'est toute la liberté que tu t'es donnée pour le plaisir de tous qui peuvent entrer en relation avec ton travail à plusieurs occasions et à venir aussi. Je crois qu'il y a des projets qui s'en viennent. À chaque fois qu'on se parle ou à chaque fois que j'entends une conversation où je dis quelque chose, il y a toujours une mention d'un truc. Alors, cet échéancier de 3 ans est très apprécié parce qu'on peut toujours attendre des nouvelles choses de ta part. À moi... On a encore 5 minutes? Excellent. Je croyais qu'on avait 5, mais on avait 15. Peut-être que tu pourrais nous parler un peu de projets qui s'en viennent, justement. Est-ce que ce serait quelque chose que tu pourrais partager? Ou est-ce que c'est comme non, tu vois, Marc, je travaille sur des choses un peu secrètes en ce moment? Non. Ah non, je peux parler. Des projets d'expo, il y en a un qui arrive l'année prochaine, mais dont je ne peux pas parler, mais dont je suis tellement fier. Il regarde son galeriste. Je peux encore en parler. Mais les projets, en fait, moi, je travaille souvent, je prends des vacances, comme j'appelle ça, je prends des pauses de création pour réfléchir, comme tous les artistes. Mais après, moi, je travaille pas, mes projets, je ne les travaille pas en fonction d'expo. Je les travaille vraiment en fonction en ce moment, je vais regarder dans mon carnet en disant, là, ça fait, en ce moment, je travaille sur une installation, ça fait presque 11 ans que je veux le faire, mais j'avais pas les moyens. Bon, même maintenant, j'ai pas les moyens, mais j'ai un tout petit peu les moyens de le faire. Mais je travaille sur une installation qui s'appelle Les Chants des Mains, qui, encore une fois, est reliée à j'aime toujours faire ce lien-là entre l'histoire passée du Congo et puis là où je me trouve actuellement. Donc ça va être une installation que je vais présenter l'année prochaine, si tout va bien. Sinon, ça va aller à plus tard. Et sinon, à part ça, mais même cette installation, à la base, c'était pas... Là, je prends juste l'occasion de me dire « Ah, mais j'ai une expo l'année prochaine, je pourrais la présenter. » Mais à la base, c'est vraiment un travail que je fais. C'est comme ça que je n'ai pas de pression à me dire « Je dois produire pour une expo. » C'est parce que je produis, je pense... En ce moment, je travaille sur un autre projet. J'ai une amie qui est là, Taïssa. J'ai la chance de la voir parce qu'elle travaille dans les finances. Donc je travaille sur un autre projet où je vais créer encore un système financier. Et donc j'ai beaucoup travaillé avec elle tout simplement pour comprendre vraiment l'école de Chicago.
hein, l'école de Chicago, les économistes de Chicago et tout ça, les différences. Parce que pour moi-même, c'était un peu complexe de savoir comment est-ce que j'allais arriver à ce projet-là. Et là, encore une fois, c'est relié à quelque chose que j'ai vécu il y a 4 ans. Donc souvent, j'aime prendre le temps aussi dans mes projets parce que j'ai remarqué les premières œuvres que je faisais, quand je produisais une œuvre à chaud, elle était soit très formelle ou elle était très colérique. Donc, j'ai pris le temps, comme ma mère me dit, d'être moins colérique. Enfin, j'ai pris le temps aussi de... Quand il arrive quelque chose où je pense à quelque chose, de vraiment ruminer en moi, parce que je veux éviter absolument, quand je présente une œuvre, que le spectateur, peu importe qui il soit, d'où il vient, comme l'œuvre va renvoyer une certaine colère, parce que la colère, j'en ai aussi, je ne suis pas juste rigolo, la douleur, j'en ai aussi, mais je veux que l'œuvre ne renvoie pas cela tout de suite au spectateur. Je veux laisser le temps au spectateur d'arriver, de s'asseoir, de regarder et d'avoir une claque après. Donc pour faire ça, avec les tests que je fais, j'ai remarqué que des fois ça me prend du temps pour moi-même apaiser certaines choses, comprendre certaines choses et trouver les moyens de mettre en place les schémas au fait, qui font que je vais plutôt partager au spectateur une compréhension, un questionnement, sans lui donner forcément la réponse. Lui-même va trouver la réponse, mais ça va se faire de façon apaisée. Très bien. Sur ces mots de sagesse, comme ça a été annoncé au début, on ouvre le plancher, open the floor, pour tomber à travers et poser des questions au micro. Oui, merci pour la présentation. J'avais une question par rapport à la carte géopoétique et les flèches qui menaient à la carte aussi. Parce qu'en fait, ça me faisait penser aussi au système aérien et au fait que des fois, il y a des pays, on ne peut pas nécessairement aller d'un pays à un autre, il faut passer par d'autres pays. Et des fois, c'est lié à des questions politiques et des fois non. Donc, je me demandais si les flèches, s'il y avait un lien par rapport au système aérien ou non. Et aussi, j'avais un autre commentaire par rapport aux lignes des mains, font aussi penser au rhizome, donc aux racines. Et je trouvais que ça faisait beaucoup de liens aussi avec le tout-monde, avec Phil Winsor. Donc, bref. Mais ma question principalement, c'est les flèches. Ben, au fait, oui, parce que... Mais j'ai oublié le nom. J'ai pas le nom du site, mais je l'ai dans mes favoris. Parce qu'il y a un site américain où on peut voir tous les décollages de l'aéroport Kennedy. Et c'est intéressant parce que du coup, on voit les liens, les flux au fait d'avions. Et en fait, moi, je regarde toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, dans mon entourage, j'ai pas que des gens qui sont en art. Donc, j'ai des gens qui sont en géographie, beaucoup de gens en politique et en droit. Donc finalement, à force de parler de ces choses, tout simplement de déplacement et d'aviation, parce qu'on regarde l'aéroport de Kinshasa, les avions, c'est pas les mêmes. Ou quand on regarde, parce que ça, c'était quelque chose qui m'avait fasciné. C'est quand je suis arrivé en France, c'est de voir le trafic aérien par rapport au trafic des aéroports dans lesquels où j'allais en Afrique, en fait. Donc, en regardant tout simplement, je suis tombé en discutant avec quelqu'un qui était dans l'aviation. Ah non, c'était pas dans l'aviation. Ah non, c'était quelqu'un qui travaillait dans l'aérospatiale dans l'Union européenne et qui m'avait dit: ah, mais je connais votre pays. J'ai dit: ah, vous êtes déjà allé? Il m'a dit: non, parce que moi je travaille sur les satellites. J'ai dit: ah, c'est intéressant. Du coup, on a commencé à discuter et il m'a expliqué tout simplement que je pouvais avoir et quand j'ai commencé à travailler sur The Map, tout justement, il y avait cette idée de déplacement. C'est comme ça que je fais mes déplacements. Mais après, les lignes des couleurs, ben là, parce qu'on ne les voit pas, ça explique pourquoi à chaque fois je me déplace à tel endroit. Donc il peut y avoir 3 lignes pour un lieu. Donc chaque couleur va dire pourquoi je suis allé à tel endroit. Peut-être que je suis allé... C'est comme ça que j'appelle ça carte géopoétique. Parce qu'il y a des endroits, par exemple, je suis allé parce qu'à l'époque, j'étais amoureux d'une fille, je suis allé voir la fille. À l'époque, je me suis déplacé parce que je devais aller pour telle ou telle chose. Et puis, il y a aussi des choses, pour cette carte-là, il y a des choses que je ne mets pas, que je sais moi personnellement pourquoi je me suis déplacé. Et ça devient aussi à la longue, quand je regarde toutes les cartes aujourd'hui, c'est devenu comme un journal intime. Parce que je sais exactement... Mais c'est intéressant de voir les cartes de 2020-21.
Je ne les ai pas là, je ne me suis pas déplacé. Mais les espaces vont changer aussi parce que chaque année, à la fin de chaque année, je refais une carte. Donc, comme je disais tantôt, même si je n'ai pas d'expo, en fait, à la fin de chaque année, je refais une carte. Et les cartes, elles sont imprimées sur tissu, sur de la toile, un peu comme tout simplement les premières cartes que je vous ai montrées, elles étaient dessinées sur des tissus parce que les gens, ils voyageaient, ils roulaient les cartes avec eux, au fait, ils les dessinaient. Donc là, évidemment, c'est des cartes que j'imprime parce que je les ai fait à l'avant. Les premières, je les ai fait à la main. Puis je me suis dit, mais pourquoi me compliquer l'existence? Donc j'ai commencé à les faire sur Illustrator, donc pour travailler. Et la deuxième partie de sa question autour de... Du rhizome. Du rhizome, oui. Ben, le rhizome, c'est parce que tout simplement je parlais du tout monde d'Édouard Glissant. C'est parce que quand j'ai commencé à lire Édouard Glissant, j'ai commencé tout simplement à en apprendre sur la question du rhizome. Et c'est que je trouvais intéressant parce qu'il parlait du rhizome en disant, et d'ailleurs c'est la phrase qui se retrouve sur les cartes. Benjamin, il dit que la racine, la racine directe est celle qui rentre dans le sol, tandis que le rhizome s'étend à travers. Et moi, je me considère comme étant un rhizome parce que du coup, je me déplace, je vais à la rencontre des autres, en fait. Évidemment, à la rencontre des autres, des fois on se prend des claques, des fois c'est bien, des fois c'est lourd, des fois c'est... Et c'est comme ça que tantôt je parlais que ça me prend du temps pour comprendre certaines choses et ça doit me prendre aussi du temps pour produire pour certains éléments en fait. Mais là je ne vous ai pas montré tout parce que je fais aussi des tulipes. J'adore peindre des tulipes, mais là je ne les ai pas montrées. À vrai dire, je pensais juste, on n'a pas vu l'intérieur de la chapelle, puis là, moi, visuellement, j'avais le goût de la revoir, puis peut-être que le public puisse voir la fin du projet. Avancer un peu dans le diaporama pour voir... c'est tout. Montrer. Merci, Hugues, c'est bien dit. Voilà. Alors, c'était un espace... Moi, je n'ai pas pu voir l'exposition encore. Alors, c'est les 12 Christ Pantocrator et des vitrailles. Oui, les vitrailles, c'est... Ouais. Ça, en fait, ce qui est intéressant avec le projet de AGO, ça m'a donné l'occasion de faire des vitraux, en fait. Mais c'est des vitraux imprimés sur plexiglas. Mais là, au total, j'en ai 25. J'ai 25 icônes, mais là, pour la chapelle, il n'y en a que 12. Et dans les vitraux, d'habitude, dans les vitraux, dans les églises, on a des saints. Mais là, dans les vitraux, moi, j'ai mis les personnages. C'est des images d'archives, au fait. Des gens à qui on avait coupé les mains à l'époque coloniale parce que les Belges exploitaient beaucoup le caoutchouc. Et pour punir ceux qui n'emmenaient pas beaucoup de kilos de caoutchouc, en fait, la police à l'époque coupait les mains pour dire aux autres tout simplement, si tu ramènes pas assez de caoutchouc, la prochaine fois, c'est à toi qu'on va couper les mains. Et il y avait un écrivain anglais, tout justement, quelqu'un qui se battait beaucoup, dont j'oublie le nom, c'est grave, mais qui se battait beaucoup en tout cas à l'époque pour dénoncer ce qui se passait à l'époque qui s'appelait le Congo belge. Et c'est ça qui a fait un peu le scandale pour que Léopold II accepte de nous léguer à la Belgique. Parce que nous, on a été un don, en fait, un legs de Léopold II à la Belgique. Et le scandale des mains coupées, en fait. Et pour moi, c'était intéressant parce que j'ai découvert un document dont je parlais tout simplement des liens entre les pères jésuites à l'époque et l'administration coloniale. Parce que les pères jésuites, l'administration coloniale, en allant détruire les espaces où il y avait tout simplement tout ce qui est animisme, permettait aux pères jésuites d'avoir des gens qui allaient suivre le catéchisme. Donc en échange, les gens qui étaient au catéchisme allaient travailler dans les champs de caoutchouc. Donc c'est un peu, avec la chapelle, c'est qui est intéressant, du coup, j'intègre un peu de cette histoire. Et intégrer cette histoire, c'est aussi dire que moi, je viens de cette histoire. Donc tout ce qui me construit vient de tout ça, en fait. C'est la religion catholique, l'indépendance, la guerre pour le coltan, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça construit ma personne, en fait. Donc quand je vis dans cet espace ici à Montréal, je prends en compte toute cette histoire-là qui me construit, en sachant que je dois aussi prendre en compte l'histoire qui existe ici et comment je l'intègre avec ma propre histoire. Quel espace je fais de cette histoire qui existe ici avec la mienne. Justement, ce lien entre l'exploitation des populations autochtones et économique et spirituelle et sociétale par les communautés chrétiennes à qui on a légué ce travail.
il y a définitivement des liens à aller voir, là, le rôle des Jésuites. Exactement, Montréal, ouais. surtout. D'ailleurs, souvent, je rigole en disant que je pense que j'étais Canadien depuis longtemps parce que normalement, Léopold II est le cousin de la reine Victoria. Ah ben voilà. Donc, Tout étant tout. Alors, on fêtera la reine c'est bien. 24 mai prochain. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour le commentaire, Hugues, pour les images. C'est un très beau projet. Puis effectivement, c'est bien de pouvoir avoir C'est des images. ouvert jusqu'en décembre. Ça a été prolongé. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la chapelle, vous pouvez aller prier dans la chapelle jusqu'en décembre. Ça demande peut-être une très longue réponse, mais pourquoi n'êtes-vous pas d'accord avec la restitution des œuvres? Oui. Parce que, comme bien d'autres gens, j'ai lu l'ouvrage de Phil Winsor. Et bon, quelle est votre pensée à ce sujet? Et aussi une précision, l'œuvre dont vous parliez, c'est probablement Au cœur des ténèbres, Heart of Darkness, Oui, de exactement. Joseph Conrad. Oui. Alors, pourquoi je ne suis pas d'accord avec la restitution? Je serais d'accord, c'est comme si j'avais le pouvoir. En fait, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer Félix Nsar et on a discuté avec, et je peux vous dire qu'il est d'accord avec ce que je veux vous dire. En fait, je suis d'accord avec la restitution s'il n'y a pas négociation. Parce qu'aujourd'hui, pour restituer les œuvres, on doit négocier, et c'est les termes des institutions qui prévaut en fait pour la restitution. Par exemple, en ce moment, je travaille sur une restitution parce que moi, du côté de ma mère, comme je disais, je suis Soukou. Et grâce à ce travail, il y a un musée aux États-Unis, je ne vais pas citer le nom, il y a un musée aux États-Unis qui a vu des œuvres qui m'ont dit « Ah, mais on a des œuvres Soukou, on aimerait les restituer au Congo, est-ce que tu peux nous aider ?» Donc en ce moment, je travaille sur ça avec eux. Et la problématique qui arrive chaque fois pour les restitutions, c'est que les musées américains moins, mais plus en France, en plein est à la question de oui, on doit d'abord créer une loi qui va permettre qu'on puisse restituer les œuvres. Moi, je pars du principe que quand on vole quelque chose, on le rend en fait. On n'a pas besoin de négocier pour qu'on te rende quelque chose. Ça, c'est un. Et deuxièmement, dans l'idée de la restitution, souvent les gens vont dire que la jeunesse africaine veut retrouver son identité, elle veut retrouver ce que ses ancêtres ont fait. Mais moi, j'ai vécu sans ces œuvres-là. Dans le village de ma mère, les gens ont continué à faire des masques. Ils n'ont pas arrêté à faire des masques. Ils ont continué à créer autre chose. C'est-à-dire que les gens... Et c'est ce qui est intéressant dans le... là, je suis en train de faire un film avec mon grand-père. Normalement, c'était censé être fait en 2020-2021. À cause de la pandémie, ce n'est pas fait parce qu'il est très vieux. J'ai montré à mon grand-père le masque qu'il y a au musée des Beaux-Arts de Montréal. Il ne le connaît pas. Il est chef coutumier. Et la seule chose qu'il m'a dit, ça ressemble à quelque chose qu'on fait ici. Mais il ne connaît pas du tout. C'est un masque qui vient de chez lui. En même temps, il ne peut pas connaître tous les masques qui viennent de chez lui. Mais c'est pour dire que quand on parle de l'idée que la jeunesse africaine veut retrouver les masques, c'est comme si on n'avait jamais continué. En fait, on était perdu dans notre identité parce que ces masques-là n'étaient pas en Afrique. Mais ce que je trouverais intéressant, on pourrait dire, tiens, c'est comme ça que je n'ai pas parlé de mon musée, de l'installation, parce que dans l'installation de mon musée, quand on entre dans le musée, on regarde les œuvres, il n'y a pas de masque, on lit le cartel qui présente le masque qui est, ou bien l'objet qui est censé être dans le socle, et à la fin, c'est marqué « Cette œuvre est en prêt pour une durée indéterminée au musée ethnographique de Genève ». On pourrait partir avec l'idée du prêt, par exemple, en disant « On vous prête ces objets ». Donc, comme on vous prête ces objets, vous pouvez faire un travail de médiation ou d'éducation avec les populations d'où viennent ces objets qui vivent, par exemple, au Canada. Parce qu'en gros, y a des enfants qui naissent ici, qui ne sont jamais allés en Afrique, qui peuvent voir ces objets ici. D'ailleurs, c'est un des travaux que j'ai essayé de faire quand je travaillais au Musée des Beaux-Arts de Montréal, faire un projet avec les objets qui sont au musée, avec les communautés ici présentes, au fait. Donc, c'est comme ça que je ne suis pas beaucoup pour la restitution de la façon dont elle est faite maintenant. Mais si on me disait, par exemple, que non, par exemple, le Smithsonian Museum décidait, nous, tous les masques, on les met dans une boîte, on les renvoie. Il n'y a pas de problème, ils peuvent restituer. Mais si on doit commencer à négocier, à créer une loi qui permet de rendre un objet par an
et puis que les conservateurs des musées viennent en Afrique pour dire on veut voir si vous les protégez vraiment. Je trouve que ça sert à rien en fait. Je me dis finalement, on rentre encore dans cet aspect colonial de la chose qui dit que vous n'êtes pas capable de garder ces objets qui sont à vous, nous pour le bien de l'humanité. Ça, c'est un directeur de musée qui m'avait dit, mais c'est pour le bien de l'humanité. J'ai dit, ben moi, pour le bien de l'humanité, j'aimerais bien qu'on me donne la Joconde. Mais on ne va pas me donner la Joconde, en fait. En fait, c'est toutes ces questions-là qui, des fois, paraissent... ça paraît banal, mais qui, politiquement, ont un impact sérieux, en fait. Et ça dépend de qui fait ça et comment on le fait. Parce que souvent, c'est comme avec les billets de banque. Souvent, je dis aux gens, tu sais, les gens, ils sortent un billet de $10, ils payent, un billet de $20, on paye, de $50, on paye, mais personne ne se pose la question. Bah, à part le billet de $20, on sait que c'est la reine. Mais les autres billets, souvent, les gens ne se posent pas la question. Qui choisit les personnes qui sont sur les billets? Est-ce que vous savez combien de réunions ils ont fait pour choisir la personne qui est sur le billet? Et ça renvoie à toutes ces questions-là de dire qui choisit ce qu'on va partager en commun comme identité. En fait, c'est toutes ces questions-là dont moi je parle aussi dans mon travail. Tantôt, je parlais de la question de la colère parce que souvent, ces choses-là sont des choses... En fait, pour moi, tout ce qui est identitaire est émotionnel. Ça dépend ça dépend pas de la couleur. Les questions identitaires, ça vient prendre dans l'émotion. Donc, comme ça vient prendre dans l'émotion, dans l'émotion, on a la douleur, on a la colère, on a la joie, on a la tristesse, on a toutes ces choses-là, en fait. Et comment dire... Moi, la seule façon que j'ai trouvé de dealer avec, c'est de cette manière-là. Après, chacun fait avec comme il peut, mais moi, c'est de cette façon-là que j'ai trouvé de faire. C'est comme ça que je dis souvent, et j'ai pas honte de le dire, que je suis contre la restitution. C'est parce que la manière dont elle est faite aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est pas la bonne manière. Alors, merci encore à tous et toutes et tous d'être ici pour vos questions, pour votre écoute. Et merci encore, Morija. Merci, Papier. Merci, le musée. Et voilà. Et allez voir les œuvres dans ma galerie et dans les autres galeries aussi. Oui. Très bien. Merci.